Salut les geeks, désolé pour l'absence de vidéo pendant le mois d'août, mais comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo de juillet, j'ai eu pas mal de petits problèmes, d'emménagement, déménagement, etc. Il y en a eu 3 en 2 mois, et j'avais besoin de repos, donc j'ai pas fait de vidéo. Et comme vous pouvez le constater, je suis toujours en phase d'emménagement, donc la disposition risque de changer encore dans les prochaines vidéos, mais là pour l'instant c'est du temporaire. Bon, j'ai juste mis tous mes bouquins dans les bibliothèques, mais il faut que je retrie tout, que je reclasse toutes les petites figurines, les posters, enfin bon. Cependant, pendant ce mois d'août, j'ai fait de nombreux achats. En fait, j'ai fait des achats pour toute l'année qui commencent à arriver au mois d'août, et certaines ont été repoussées malheureusement à septembre, voire même à octobre. Mais donc j'aurai encore d'autres belles choses à vous présenter très bientôt. Watching the Watchmen. Alors ça, c'est un bouquin que j'ai loupé quand il est sorti en 2008. En fait, je l'avais vu, mais j'ai cru que c'était juste encore comme il y a eu après... il y a eu plusieurs BD, des sequels, préquels, je sais pas quoi, sur les Watchmen. Je me suis dit, bon, c'en est encore un dans cette lignée-là. Donc je l'ai pas pris. J'ai fait une énorme erreur. Si, comme moi, vous êtes des fans de making-of, pour les films, mais aussi pour les BD, achetez, procurez-vous cet album. Je sais pas s'il existe en français, mais juste pour vous vendre le bouquin, c'est un album qui a été fait grâce à Dave Gibbons. Dave Gibbons a conservé tout, ou la plupart, du travail qu'il a fait sur les Watchmen, pour les Watchmen. C'est-à-dire qu'il a conservé toutes les esquisses, où il cherchait le design des personnages, où il cherchait la composition des affiches publicitaires, la composition des pages, la composition des couvertures. Il y a également une partie de ses correspondances avec Alan Moore, où on voit donc Alan Moore qui lui écrit, qui lui dit bon tiens, parce qu'à l'époque, là, c'était avant Internet, hein, donc il n'y avait pas d'email, donc ils s'envoyaient des lettres. C'est absolument démentiel en termes de making-of. Donc pour comprendre le processus créatif de Dave Gibbons et de Alan Moore. Et moi, il y a un truc qui m'a tué complètement, c'est quand on voit le calendrier créé par Dave Gibbons. Chaque page est marquée d'une couleur différente, suivant qu'elle est crayonnée, qu'elle est ancrée, qu'elle est colorisée, qu'elle est envoyée chez l'imprimeur, et donc terminée. Et il y a, je sais plus, près de 1000 pages. Donc 1000 fois ça. Et un autre truc aussi, c'est Dave Gibbons avait fait un crayonné au format carte postale de chaque page. Et dans ce format carte postale, on voit le découpage de la page. On voit le personnage principal va être en haut à gauche, puis au milieu, puis en haut à droite, etc. Quand vous comparez cette carte postale, dans ce format carte postale, avec la planche finalisée, tout est déjà dans la carte postale. Et ça, c'était un des principes fondateurs de la création artistique chez Dave Gibbons. Il a dit que, pour lui, préparer tout son travail au format carte postale, comme ça lui permettait, si un jour, pour une raison X ou Y, maladie ou autre, il était incapable de travailler sur une de ses planches, eh bien, il n'avait pas perdu sa journée, parce qu'il avait déjà fait la planche il avait déjà fait l'ébauche de sa planche au format carte postale, donc il savait déjà ce qu'il aurait dû faire. Et c'est pas comme s'il devait se creuser la tête le lendemain en se disant « Ah zut, j'ai perdu une journée hier ». Non. Il avait déjà cette carte postale qui était déjà faite. Il y a une rigueur chez cet homme pour arriver à ce travail, enfin, pour arriver à ce rendu, mais c'est monstrueux, quoi. On comprend pourquoi, grâce à cet album, on comprend mieux comment Dave Gibbons peut être un aussi bon artiste. Parce qu'il a une rigueur professionnelle qui le pousse aux fesses. J'ai énormément d'admiration pour lui. J'en avais avant, quand j'avais lu Watchmen, quand j'avais lu Give Me Liberty de Frank Miller. Mais après avoir lu ce bouquin, waouh!
chapeau bas, monsieur Gibbons. Alors ce bouquin, The Art of Comic Book Inking, donc l'art d'ancrer les comic books, j'aurais tué père et mère pour l'avoir quand j'avais une dizaine d'années. Parce qu'il explique en long, en large et en travers, et avec de très nombreux exemples, comment les artistes professionnels, comment les artistes peuvent se professionnaliser et travailler pour Marvel, ou pour DC, ou d'autres. Et ça explique vraiment tout le côté technique. Donc, comment faire des plans, des déliés, pour donner du volume aux muscles, au premier plan, à l'arrière-plan. Ça, ce genre de planche, mais c'est génial, quoi. Ça vous montre tous les différents types d'ancrage avec le même visage, comment le même visage peut être reproduit suivant que la source de lumière vient de la gauche, de la droite, du haut, d'en bas, qu'il y ait plusieurs sources lumineuses, qu'il n'y en ait qu'une seule. Enfin, que dire de plus? Et là où ça devient vraiment génial, il y a des crayonnés qui sont faits par des artistes du style John Buscema, mais c'est pas n'importe qui. Et vous pouvez voir en fait que chaque artiste, chaque encreur a sa propre façon de mettre en valeur certaines parties du dessin et pas d'autres. Il n'y a pas de vrai ou de faux, c'est complètement à l'appréciation de chaque personne d'aimer ou de ne pas aimer tel ancrage. Quand vous avez Terry Austin et Tom Palmer, Greg Russell ou Scott Williams qui ancrent Nexus de Steve Rude, c'est absolument démentiel, quoi, pour moi. Steve Rude, bon, je connaissais sans plus, mais Terry Austin, donc il a ancré les X-Men, John Byrne sur les X-Men, Tom Palmer a ancré John Buscema sur les Vengeurs, Scott Williams et Greg Russell ont un style qui est vraiment très artistique, très fin, très délié, et ça donne 4 interprétations complètement différentes d'une même planche. Steve Rude, qui est ancré par Brian Bolland, qui est ancré par lui-même, par Jerry Ordway, Mark Schultz, Dave Stevens, que des grands noms. Vous pouvez remarquer que certains encreurs mettent en valeur le dessin en mettant des aplats de noir, ou au contraire des hachures. Enfin, je trouve ça absolument génial. Vous avez Jack Kirby, qui fait Conan, ancré par John Beatty, entre autres. John Beatty, c'était celui qui a ancré pendant des années Mike Zeck sur Captain America. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'il transforme vraiment la bouche de Conan par rapport au style de Jack Kirby. Conan par Gil Kane, une fois de plus par John Beatty, Danny Mickey. Danny Mickey ne met absolument pas d'ombre. John Beatty en met quelques-unes. Après, vous avez Conan par John Buscema. Une fois de plus, Gary Martin, Bill Reinhold, Danny Mickey, John Beatty. Quelques ombres sont procurées par John Buscema, mais après, ça reste à l'interprétation. Danny Mickey vraiment n'aime pas mettre des ombres sur les personnages. Alors que John Beatty, lui, il en met une couche. Enfin, donc voilà. C'est ce que je disais au début. Hein. Il n'y a pas de bons encreurs, de mauvais encreurs. Chacun a son style, chacun met en valeur certaines parties du dessin. D'autres vont choisir de faire d'une façon complètement différente. C'est libre à l'interprétation de tous, d'aimer ou de ne pas aimer. Mais vous pouvez voir donc l'importance des encreurs. Je sais que je vous bassine depuis des années. Pour ceux qui auraient toujours besoin d'être convaincus, ce bouquin est la preuve de l'importance des encreurs. Car vous avez 10 encreurs sur le même dessin, vous aurez 10 ancrages différents, vous aurez 10 dessins différents au final. Et c'est eux qui font ou qui défont des artistes. Quand on dit John Byrne sur les X-Men, c'est génial grâce à Terry Austin. Ce qui n'enlève rien à la façon de raconter visuellement les histoires par John Byrne, mais le fini, le rendu polissé de Terry Austin fait énormément pour vendre un produit fini. Alors, on va passer maintenant aux 2 omnibus de Deadly Hand of Kung Fu. Ça, c'est le premier, et voici le second, que je viens juste de me procurer. Ce qui est rigolo, en fait, c'est que le deuxième est plus intéressant que le premier. Avant d'entrer un peu en détail dans le contenu des 2 omnibus, je vais vous expliquer de quoi il retourne. Dans les années 70, Marvel a réussi à se débarrasser de DC.
jusque dans les années 70, Marvel était obligé de vendre uniquement 8 comics sur les étalages, et il y avait le Comic Code. Donc ils ne pouvaient vendre que 8 comics parce qu'ils étaient distribués par DC, le concurrent. Donc DC ne les distribuait pas par grand tour d'âme, mais pour éviter un procès en tant que monopole. Mais d'un autre côté, DC ne voulait pas non plus être trop gentil, et il ne leur avait autorisé que 8 comics. Ce qui explique pourquoi des histoires comme Captain America et Iron Man se regroupaient dans un seul comics. Il y avait également le fameux Comic Code qui empêchait de parler principalement de drogue et d'horreur. Et on arrive dans les années 70 et il y a un retournement de situation. La popularité de Marvel a tellement grandi qu'elle supplante DC. Après toute une histoire, Marvel peut se passer de la distribution de DC. Et donc, ils peuvent produire autant de comics qu'ils veulent. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le Comic Code met de l'eau dans son vin et permet enfin finalement de parler de drogue et de monstres. Pour la drogue, il s'agit bien évidemment des 2 épisodes dessinés par Gil Kane pour Amazing Spider-Man. Et pour DC, il s'agit de Neil Adams qui dessinait les histoires de Green Arrow et Green Lantern, les fameux épisodes où le pupille de Green Arrow est un drogué. Donc ces 2 séries d'épisodes quasiment sortis à la même date, je crois un mois après, il y a eu d'abord le Marvel et après le DC, même s'ils ont été faits dans l'ordre inverse. Mais c'est les hasards de la production et de la distribution. Ce sont ces 2 séries d'épisodes qui ont poussé le Comics Code à changer, à évoluer. Et donc Marvel s'est mis, je secoue mon bras parce que c'est lourd à porter ce truc. Et donc Marvel s'est décidé à faire des magazines noirs et blancs sur les monstres, mais également en profitant de la notoriété de Bruce Lee, et des films de Bruce Lee, à se lancer sur des arts martiaux. Et il y a eu notamment Master of Kung Fu. Je vous avais présenté il y a quelques vidéos de ça. Et Deadly Hand of Kung Fu, en fait, c'est un magazine qui est plus généraliste. Donc c'est un magazine noir et blanc, grand format, qui a des couvertures faites par Neil Adams qui sont hallucinantes. Et je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette couverture toute moche. Sûrement pour attirer les jeunes lecteurs. Je présume que c'est un artiste à la mode maintenant, mais ils auraient mieux fait de mettre une des couvertures de Neil Adams dessus. Le premier omnibus contient les Deadly Hand of Kung Fu 1 à 18, le Special numéro 1 et The Deadliest Heroes of Kung Fu numéro 1. Donc dans cet omnibus, dans le premier omnibus, vous avez des épisodes de Iron Fist, de Master of Kung Fu et de Son of the Tiger. Donc ça c'est le premier omnibus. Et en plus, bon, vous avez le courrier des lecteurs et puis des pages de magazines sur des films ou des arts martiaux en général. Le deuxième est nettement plus intéressant à mes yeux parce que vous avez toujours Iron Fist avec Claremont qui arrive au scénario. Vous n'avez plus Master of Kung Fu, vous avez les filles du dragon, Daughters of Dragon, et les Sons of Tiger sont remplacés par le White Tiger, le tigre blanc. Le tigre blanc, je l'avais découvert, je pense que la plupart des Français de ma génération, dans Nova, dans un épisode de Peter Parker, The Spectacular Spider-Man. Et j'avais beaucoup aimé le personnage, le concept du personnage. Et White Tiger, il est dessiné par George Pérez à ses débuts. Et George Pérez, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, il est d'origine portoricaine. En tout cas, il vient d'une famille portoricaine. Et White Tiger, c'est le premier héros Marvel portoricain. Et donc, George Pérez s'est basé sur sa propre vie, sa propre expérience, pour essayer d'insuffler un peu de vie au personnage. J'aime beaucoup ce genre d'anecdotes qui n'apportent rien, mais j'aime bien. En plus, Iron Fist est dessiné par Rudy Nebres, qui est un artiste philippin. Je trouve que sur Iron Fist ou sur Moon Knight, il est génial. Je l'aime moins sur Hulk, donc ça dépend quel personnage il dessine, mais là je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose.
Je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus soutenu en septembre. J'espère d'ailleurs que je serai vraiment bien installé pour ma prochaine vidéo. Je serai mieux installé pour ma prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de Deadly Hand of Kung Fu, si vous connaissez, ou du Kung Fu en général, des arts martiaux, sous la forme de comics. Est-ce que vous aimez aussi les making-of? Est-ce que vous en connaissez d'autres? Parce que bon, je connais surtout des making-of de films, évidemment, mais c'est, à mes yeux, la première fois que je lis un bouquin qui est entièrement dédié au making-of d'un comics. Je ne parle pas donc justement de quelques pages qui sont ajoutées en plus d'une série ou d'un comics, mais vraiment un livre qui est complètement dédié à la création d'une œuvre. Est-ce que vous avez acheté des grands formats? Moi j'en ai d'autres qui vont arriver là. Je suis super impatient. Il y en a un d'ailleurs, je ne sais pas. C'est sur un personnage enfin pas un personnage, un artiste de chez Image. Je vous en parlerai plus en détail. Je crois qu'il va sortir en novembre, fin octobre. Donc le temps que je le reçoive, ça sera sûrement en novembre. Je vous en reparlerai à ce moment-là. Parce que c'est un truc un peu bizarre que j'ai découvert sur les réseaux sociaux. Je vous conseille vraiment, si vous êtes fan de bouquins comme ce que je vous montre là, les reproductions de planches originales, des omnibus, donc des trucs qu'on trouve pas facilement ou pas obligatoirement chez tous les bouquinistes, chez tous les vendeurs de comics. Si vous êtes des fans de ce genre de choses, je vous conseille vraiment de suivre les réseaux sociaux. Facebook, même si c'est un truc de vieux, pas Instagram ou Twitter, parce que c'est pas là-dessus que ce genre de fans se retrouvent. Si vous aimez la chaîne, merci de vous abonner, merci de mettre un pouce bleu, merci de parler dans les commentaires, merci d'en parler sur les réseaux sociaux. Faites-moi de la pub, c'est toujours sympa, ça prouve que ce que je fais vous intéresse. Et puis c'est toujours valorisant pour moi, donc de savoir qu'il y a des gens qui aiment bien ce que je fais. On se retrouve en novembre, enfin au moins en novembre, pour le grand format de John Buscema, publié par IDW, par ce grand format mystérieux qui concerne un personnage, décidément, un artiste de chez Image. Et puis entre-temps, je vais essayer de vous faire des petites vidéos. A très bientôt. Ciao, ciao.